toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. D'abord, avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui me regardent. Oui, quand je dis tout, on dirait que j'ai beaucoup de monde. Et ben en fait, pas spécialement. Heureusement que TikTok, ça fonctionne. Et j'ai dépassé les 1100. Non, c'est vrai, mes vidéos, franchement, sont pas mal. Donc, je vous mets là où c'est que vous pouvez me retrouver. Ça m'en fera toujours 10 abonnés de plus. Donc, aujourd'hui, nous allons faire France. Alors, France, j'ai du général. Et après, j'ai beaucoup de justice. Voilà, justice, fait divers. Donc, on va commencer par de l'économie. 20 minutes, Paris, on n'a plus de clients, discorde autour d'un arrêté obligeant les coiffeurs afro à fermer à 20h. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais attends, lol, où c'est que tu as vu un coiffeur ouvert à 21h? Ben, il faut savoir que quand tu es une black, ou une black, surtout une femme, souvent on te met des perruques, tu vois, on te fait des tresses, je suis déjà allée dans des coiffeurs afro puisque j'avais ma copine, c'est une black, et donc elle m'avait fait les tresses. Donc j'étais allée acheter des tresses blondes. Et donc j'étais allée chez les coiffeurs afro acheter des cheveux synthétiques blonds. Et en fait, ouais, quand elle sort du travail à 6h par exemple, elle va chez le coiffeur, mais c'est pas comme toi, tu vois. Toi tu vas chez le coiffeur, elle va te faire un lavage, un brushing et tu sors. Là non, là les tresses, selon les tresses, il y en a pour 3-4 heures. Donc oui, effectivement, des fois à 20h ils sont pas fermés. Baisse du chiffre d'affaires. Le soir venu, les salons de coiffure du quartier de Château d'Eau à Paris s'illuminaient autrefois de conversations très animées, de musique et de ciseaux en action. Alors, chez les blacks, c'est plutôt les tondeuses, chez les hommes. Et je te dis les tresses chez les femmes. Hein. C'est rare des ciseaux. Sûrement qu'il y en a qui doivent pas spécialement avoir des cheveux crépus. Mais tu vas pas chez un coiffeur afro pour te faire couper les cheveux, en fait. On n'a plus de clients, tout le monde a fui. Employé depuis 15 ans dans un salon. Bah toi aussi, le RSA, ma chérie. Alors, donc ils ont saisi la justice. Ouais. Ah, voilà. C'est parce qu'en fait, les blancs, ils supportaient pas de voir des noirs. Ils n'avaient pas du grand remplacement. Non, sérieux. Delphine Martin a installé boulevard de Strasbourg depuis plus de 20 ans. Décrit un quotidien marqué par la musique. Oh bon, oui, il zouk. Les cris. Non, il parle fort, hein. Et les éclats de voix. Oui, voilà. C'est surtout ça, parce que les cris, je vois pas pourquoi ils vont crier. Enfin, je veux dire, tu vois. Et des nuisances olfactives. Ah ouais, le bruit et l'odeur. Lié aux produits de coiffure. Ah, minouchette. Ça lui frisait les poils du nez. Ah ouais, non mais, pour elle, la fermeture anticipée constitue un grand progrès. Ah oui, elle appelle à retrouver un équilibre par le dialogue. Ah bah ouais, en faisant fermer le truc. Ah ouais, non, c'est sûr. Et le problème, c'est que ça, si ça ferme, peut-être que je sais pas, tu habites pas spécialement là, ou alors tu es propriétaire d'un appartement, mais si le commerce il est en dessous de chez toi et que le black il s'arrache et qu'il y a personne qui va venir reprendre ton putain de magasin, tu vois, dans ton immeuble, eh ben le coup c'est que après l'immeuble il est endetté. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas payer encore plus cher, tu vois, les charges, les trucs comme ça, tu vois, parce que du coup il va manquer une source de revenus, tu vois, annuelle. Voilà, c'est ça qu'ils ont pas compris. Non, mais les mecs, ils aiment bien, les mecs. Les Français, ils aiment bien se tirer le bal dans le pied, tu vois, c'est ça qui est bien. Il m'a fait rire. Non, il m'a fait rire. RMC, ils abandonnent en 2 jours. Ce viticulteur explique qu'il ne cherche même plus à recruter des Français. Mais non, le Français, il veut pas avoir bobo d'eau. Oh, attends, oh. Puis après, la sécu, l'arrêt maladie et tout. Ouais, non, attends. Puis être payé 3 euros de l'heure, je vais te dire, à dormir dans des camping-cars. Franchement, alors que toi, tu as le château, tu as les hectares de vignobles, tu pars un peu dans les pays étrangers pour vendre un peu ton petit vin, tu vois, que lui, non. Tu vois, lui, limite, peut-être il est au RSA. Donc, ouais, il a pas mis. Non, vraiment, il a pas mis. Et ouais, les Bulgares. Ce matin, on devrait être 39 en manuel. On a une vingtaine d'hectares à vendanger. Sur les 39, j'ai 27 Bulgares, 4 Tchèques, 5 Français, dont 2 enfants. Et les autres sont proches de leur retraite. Et j'ai 2 encadrants qui sont retraités. Ouais, non, les retraités, ils aiment bien. Ben, les 3 quarts, c'est ceux qui étaient dans la fonction publique. Donc, ils se sentent, tu vois, voilà, utiles. Tu vois, la société après. Nous, à l'association, il y a énormément de fonctionnaires. Tu vois, la retraite. Non, attendez, j'ai un truc de fou, là. France Travail me dit qu'on est obligé de faire des réunions de motivation pour expliquer à des gens au RSA, vous voyez ce que je vous dis, que les vendanges sont ludiques. Ah bon? De quoi? Sympa. Et qu'on gagne de l'argent. Accessoirement, on gagne de l'argent. Non, c'est une blague. Comment on gagne de l'argent accessoirement? Tiens, un contrat de travail, lol, la blague, c'est quoi le délire? Vous ne perdez pas votre RSA quand vous vendangez. Ah non, ça dure 15 jours. Mais bon, on s'en fout.
Alors attendez, non, vraiment, on a un problème. Il assure que ce n'est pas une question de salaire et de main-d'œuvre moins chère. Un vendangeur bulgare ou étranger va gagner 86 euros net la journée contre 82 pour un Français. Et on les loge. Oui, les deux. Et pourquoi lui, le bulgare, il est payé plus qu'un Français en fait? C'est quoi le délire? Et il leur paye le transport en plus. Je participe aussi à leur transport parce qu'ils viennent de loin et que ça coûte cher les Bulgares. Non, mais... Ouais, tranquille quoi. Bah, il faut pas te plaindre, hein. Il explique également que pour ces personnes qui viennent de l'étranger, il essaye de leur trouver des journées de récolte chez des collègues. C'est une blague. Et après, tu te plains pourquoi les Français viennent pas travailler? Ah non, mais c'est une blague en fait. Non, il a un problème. C'est qui lui? David Ratignier, viticulteur dans le Beaujolais. Non, mais tu as un problème, mon chéri. Hein. Ouais, je vous mettrai sa troche. Quel connard en fait. Le mec qui se plaint qu'il n'y a pas de Français qui viennent travailler, mais il paye plus cher les Bulgares. C'est une blague ou quoi? BFM TV, plus 200% en 10 ans. Le Canard enchaîné révèle que Brigitte Macron a vendu sa maison du Touquet pour 3,6 millions d'euros. Ben oui. Attends, la villa Monéjean du couple Macron située au Touquet a été vendue pour 3,6 millions d'euros. Ok. Elle était estimée qu'à 1,2 million d'euros. Bah, ils ont fait une petite plus-value. Hein, sur votre compte. Ah ouais, parce que sinon ils payaient l'impôt sur la fortune. Ah, c'est pour ça qu'il a supprimé l'impôt sur la fortune. Là, ils te disent, le Canard enchaîné estimait à l'époque que le couple avait sous-estimé la valeur de cette maison, ce qui lui permettait d'éviter de s'acquitter de l'impôt sur la fortune, dont le seuil était situé à 1,3 million d'euros. Donc eux, ils l'avaient fait estimer à 1,2. Le fisc l'avait réévalué à la hausse à près de 1,4, donc au-dessus, et Emmanuel Macron avait fini par s'acquitter de l'ISF. Alors, c'est Patrick Pauletta, un promoteur de 76 ans, patron de la société Oxial, qui a payé la somme de 3,6 millions d'euros à Brigitte Macron. Eh ouais. Allez, et on part sur de la justice. Vous savez que Darmanin, il a ouvert sa prison, là, pour les super narcotrafiquants et tout, et que il nous avait dit, alors bon, c'était en Amazonie, mais bon, que on allait, enfin en Guyane, qu'on allait avoir des mecs des pénitentiaires, agents pénitentiaires super formés, avec une prison super sécurisée, avec, bon, ils avaient le droit de rien faire, machin et tout, et que ça allait rouler sur des roulettes. Des détenus provoquent une inondation à la prison pour narcotrafiquants de Vendin-le-Vieil. Déjà avec le nom, passe France. Des détenus du nouveau quartier pour narcotrafiquants ont volontairement inondé leurs cellules dans la nuit du mercredi 27 août au jeudi 28 août, faisant déborder l'eau dans des couloirs. Eh ouais. Une inondation quoi. Oh, les agents ont dû prendre la raclette pour nettoyer. Alors, pas la petite raclette, c'est la raclette, vous savez, les grandes raclettes, là. Pour faire circuler l'eau, hein, voilà. 3 coursives sur 4 du bâtiment numéro 2 du nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée QLCO ont été volontairement inondés par des détenus. Et ouais, ils sont pas là pour nettoyer les débordements d'individus qui se complaisent dans la provocation, la dragade. Et ouais, la dégradation. Attends, je t'explique. Alors, ce sont les plus grands narcotrafiquants de France. D'accord? 88 détenus. Des actes de rébellion. Ah bah oui. Eh ben voilà, c'est des narcotrafiquants. Deuxième article. Nouvelle tension à la prison de Vendin-le-Vieil. Les narcotrafiquants multiplient les incidents européens. Ah, c'est le même. D'accord. En fait, c'est la même truc, mais ils en font plusieurs articles sur plusieurs jours. Donc, du coup, tu crois qu'il y a énormément de trucs alors qu'ils ont inondé leur cellule une fois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tapage nocturne avec ustensiles de cuisine sur les portes des cellules. Et ouais. Des détenus ont même déclaré avoir avalé des piles. Le SAMU s'est déplacé. Ah ben, mais des trucs rechargeables. Vous avez au moins, il y aura plus de problème de piles, tu vois. Les narcotrafiquants envisagent d'entamer une grève de la faim. Un autre acte de rébellion. Ben oui. Alors, et j'ai encore la suite. Détenus de Vendin-le-Vieil en grève de la faim. On sent leur fébrilité. Juge le ministre. Ouais, non, ils vont les laisser crever de faim. Ah ouais, non mais. RMC. Plusieurs dizaines de prisonniers de la super prison de Vendin-le-Vieil ont annoncé avoir entamé une grève de la faim dénonçant leurs conditions de détention et le traitement réservé à leurs familles. Pour le porte-parole du ministère de la Justice, c'est la preuve que le centre de détention réservé aux narcotrafiquants fonctionne. Ils vont se prendre une mutinerie. On sent une fébrilité ces derniers jours des détenus. Ouais, mais t'inquiète, ils ont de la ressource. Une super prison pour narcotrafiquants. Tu aurais marqué pour super narcotrafiquant. Un super cartel.
mortel. Ouais, mais j'aimerais bien savoir qui c'est, justement. Les plus dangereux du pays de narcotrafiquants. On aimerait bien savoir ce qu'ils ont fait, quoi. Parce que t'as arrêté, tu nous as arrêté 3 dealers de la Belle de Mai, tu vois. Elle va pas tenir longtemps, cette prison. Non, c'est bien. Et là, du coup, on en profite, on passe sur les faits divers. Un truc que je ne savais absolument pas parce qu'ils n'en parlent absolument pas. BFM TV, explosion, extorsion de fonds, exécution. La guerre des clans mafieux s'intensifie en Corse. BFM TV, une école de plongée située à Ajaccio a été détruite ce 26 août après une explosion. Celle-ci intervient alors que depuis plusieurs semaines, les incendies de restaurants de plage et de bateaux de promenade en mer à Calvi ou Saint-Florent, une situation alarmante que décrypte un expert. Alors, une déflagration d'origine criminelle qui n'a pas fait de blessés mais qui a très fortement dégradé l'établissement tenu par un militant du parti indépendantiste Corée Infront. De son côté, le parti nationaliste auquel appartient le propriétaire de l'école de plongée n'a pas tardé à réagir. Nous mettons solennellement en garde les apprentis sorciers qui visent à créer le chaos en Corse. Un false flag, comme les paillotes, hein? Ah ouais, plusieurs établissements touristiques de la région d'Ajaccio ont été touchés par des incendies dans les derniers mois. Oh ben ça va. Alors, il y a deux possibilités. La jalousie d'un concurrent qui n'est pas forcément lié à un clan criminel, ou les bandes de criminels de l'île se lient effectivement à une guerre de territoire pour contrôler des activités économiques. Non, c'est bien, c'est bien. Non, tout va bien. On voit que même là, ça part un cacahuète. Hein. Allez, on continue. Ça m'a fait rire. Le Parisien Orange, le préfet du Vaucluse, interdit une distribution de matériel scolaire par des narcotrafiquants. Les trafiquants de drogue du groupe VF Gang n'effectueront pas ce samedi une nouvelle distribution chez Ballot de matériel scolaire pour la rentrée des classes à Fourchevieille, quartier de 4000 habitants classés prioritaires. Il y a beaucoup de quartiers qui sont classés prioritaires. Il y a un an. Ah, d'accord. Une fois par an. À la rentrée des classes. Non, mais ça m'a fait rire. Le préfet interdit une distribution de matériel scolaire par des narcotrafiquants. Ah ouais. Alors ça. Ah ouais. Truc de fou encore. Non, je vous dis, on a vraiment un problème. Libération, agression à la feria de Dax. L'influenceuse Charline Prado porte plainte contre Richard Dourte. Alors, je ne sais point qui est cette Charline Prado et je ne connais absolument pas ce Richard Dourte, tu vois. On voyait dans une vidéo un homme soulever sa jupe lors des fêtes de Dax sans que l'auteur du geste ne soit formellement identifié. C'était Richard Dourte, ex-joueur du 15 de France et consultant rugby sur la chaîne Canal+. Bon, oui, hein? L'homme de 50 ans, joueur du Castres Olympique ou encore de l'Aviron Bayonnais, l'aurait contacté pour s'excuser de son geste. Ah là, c'est compliqué. Là, il fallait pas le faire, tu vois. Parce que c'était où tu faisais silence radio. Mais là, si tu t'excuses, c'est qu'en fait, tu confirmes que c'est toi, en fait. Tu vois, voilà. Et que tu l'as bien fait. Un truc que je ne savais absolument pas pour vous dire comme elle a raison, parce que du coup, on en a presque pas entendu parler. Ouest France, je ne pourrai jamais lui pardonner. La fille de Gisèle Pellicot confie avoir repu avec sa mère. Ah elle aussi. T'es ça alors, hein. Comme quoi, hein. Près d'un an après le procès des viols de Mazan, Caroline Darian a pris publiquement ses distances avec sa mère Gisèle Pellicot dans un entretien accordé au quotidien britannique The Telegraph. Putain, heureusement qu'il y avait Télégraphe. Du coup, la quadragénaire accuse cette dernière de l'avoir abandonnée et dénonce son déni face aux abus qu'elle dit avoir subis de son père. Ah, c'est bien. C'est-à-dire la mère, elle s'est fait def pendant des années, soi-disant sans savoir. Hein, je vais te dire, ok, il n'y a pas de problème. Et quand sa fille est venue dire, tu sais, papa, le fou furieux, là, qui t'a violé pendant 10 ans, hein, à ton insu de ton plein gré, en fait, moi, il m'a fait pareil, il a dit non. Il a dit, ça va pas ou quoi? Comment? Mais tu es une folle, en vérité, tu vois? Vous savez ce que ma mère m'a dit plusieurs fois dans la cour à l'extérieur pendant le procès, donc c'est pas un truc qui s'était passé au temps où elle savait pas, d'accord? Ok? Arrête de te donner un spectacle. Non, mais moi, je vous dis, cette histoire de Mazan, c'est de la merde, c'est du bullshit, hein, moi, je vous le dis. En vérité, elle devait se faire défausser. Celui qui est pas content, c'est pareil.
Elle devait se faire défoncer, mais on l'a droguée parce que sinon elle l'aurait pas tenue. Parce que psychologiquement c'est compliqué, moi je vous explique. Parce qu'elle savait que son mari c'était un déviant. Donc ça devait être de plus en plus trash. Et donc du coup, ouais, à un moment donné, tu es obligé de te droguer. Parce que du coup, sinon tu peux pas continuer. Parce que tu peux pas te faire déchirer comme ça par plusieurs mecs pendant des années sans t'en rendre compte. C'est impossible. Moi je vous l'ai dit, c'est impossible, j'ai pris de la drogue, je le sais. Si t'arrive quoi que ce soit, tu as quand même des souvenirs. Et puis comme j'ai dit, ton corps il parle en tant que femme. Un mec, non. Un mec, une fois qu'il a fini son truc, ça s'arrête, il passe à autre chose. Une femme, son corps, selon l'acte, ça met plusieurs heures, voire plusieurs jours à s'estomper, vous voyez, à redevenir normal, on va dire. Donc déjà, ça c'est faux. Devant les juges, Caroline Darian s'était présentée comme une victime oubliée de l'affaire, citant de nombreux troubles gynécologiques inexpliqués. Voilà. Parce que ça lui pétait, sinon, sa défense. La défense de dire oui, j'ai été droguée, et je m'en suis pas rendu compte, et en fait, il abusait de moi, mais moi, j'ai rien compris. Alors qu'elle, elle le dit, une victime oubliée de l'affaire, citant de nombreux troubles gynécologiques inexpliqués. Donc, il devait la droguer, elle aussi. Et elle, justement, vu qu'elle avait des troubles gynécologiques inexpliqués, elle s'est doutée de quelque chose. Malgré ces éléments, Dominique Pellicot a toujours nié toute agression sexuelle ou soumission chimique sur sa fille. Ah bah oui, je te dis, parce qu'elle, elle le disait, non mais attends, le matin je me lève, c'est bizarre, mon corps il est pas pareil que la veille, tu vois, ou une heure après, ou 2 heures après, tu vois. Et donc ça pouvait pas coller avec la défense de l'autre qui disait que pendant 10 ans, elle s'est fait faire ça et elle était pas au courant en fait, tu vois. Ah oui, il était incapable d'une telle chose, son mari. Ah oui, je vous dis, du bullshit. Pélico, c'est du bullshit. Pendant 4 ans, j'ai accompagné ma maman partout. Moi, à ta place, je l'appellerai plus maman. Voilà. Je l'ai soutenue sans jamais la juger, mais dans cette salle d'audience, elle était censée m'aider. Ben non. Ma mère a lâché ma main dans cette salle d'audience, je ne pourrai jamais lui pardonner, jamais. Eh ouais. La quadragénaire remet également en cause le statut d'icône acquis par sa mère, devenue symbole médiatique de la lutte contre les violences conjugales. Ma mère a été catapultée sous les feux de la rampe. Pendant ce temps, nous étions là, de retour sur Terre, avec toutes ces questions sans réponse, et nous sommes abîmés. Nous n'avons plus ni mère ni père aujourd'hui. Eh ouais. Ah, je vous dis, pélico bullshit. Allez, on continue sur du beau, sur du beau. BFM TV, Nordal Lelandais, jugé ce jeudi pour violence conjugale devant son fils lors d'un parloir en prison. Oh ben oui, tu sais que le mec est quand même condamné à la réclusion à perpétuité, tu vois ce que je veux te dire? Et tu vas faire un gosse avec lui. 19 mois le minimum. Conçu en prison. Eh ouais. Mais normalement, ça devrait être interdit, ça, en fait. Moi, j'estime. Si c'est sa femme depuis longtemps, ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une relation que tu as eue pendant la prison ou juste avant de rentrer en prison, c'est mort. Sous les yeux de son fils, l'homme a saisi le cou de sa compagne puis lui a tiré les cheveux en la faisant basculer. La scène qui dure plusieurs minutes a été filmée au quai. Nordal Lelandais a été placé en garde à vue. Mais au début de cette audience, le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense, qui lui a été accordé. Oh bon oui, attends, non, va pas le traumatiser quand même, ce pauvre mec. Ni les faits de violence et indiquerait avoir voulu expliquer à sa compagne comment elle pouvait être attaquée. Après que celle-ci avait indiqué vouloir faire un footing. Vraiment, des fois, je me dis, waouh, vraiment les mecs dégénérés, ça vaut le banc. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'en fait, ils ont pas de cerveau, les mecs. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que le pire, c'est qu'il y a des juges qui vont dire, ouais. Ils vont dire, ah ouais, non, d'accord, on est ok. Ouais, non, on est ok. Non, c'est pas vrai. Non, je vais vous... Non. Alors, déjà, on a les filles qui se coulent. Il aurait voulu expliquer à sa compagne comment elle pouvait être attaquée après que celle-ci avait indiqué vouloir faire un footing. Donc c'est, bon chérie, je veux faire un footing, ouais, attends, je te montre. Il attrape par les cheveux, il a saisi par la gauche. Ok, il n'y a pas de souci. Et après, il te marque, non, je suis fatiguée, vraiment, je suis fatiguée. Nordal Lelandais, qui a changé de nom et a pris le nom de sa mère, Périnée. Ah, agression sexuelle aussi sur une petite cousine. Donc c'est vrai que là, du coup, tu te dis, ouais, ça va être un beau papa. Hein? Voilà. Tu vois aussi le niveau de la femme qui a couché avec lui et qui s'est fait maîtresser. Le Parisien, enterrement de Monsieur Z, l'un des cerveaux du génocide rwandais à Orléans. La mairie dit non. Et ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. Tu le mets dans un vide ordure, enfin tu le mets dans une fosse commune, ça me bat, il y a encore même pas. Non, il faudrait faire vraiment un carré, tu vois, comment on appelle ça, un carré où tu mets vraiment les plus dégueulasses, tu vois qui meurent. Genre Jacques Lang, Frédéric Mitterrand.
Tu vois, Cohn-Bendit, le jour où il va mourir, qu'est-ce qu'on en a plein, hein, ouais, Morandini, tu vois, Pierre Palmade, tu vois, voilà. Ce jeudi 28 août, à Orléans, des obsèques pas comme les autres devaient être célébrées. Celle d'un haut dirigeant génocidaire rwandais, Proté Zigiranyirazo. Ouais, fallait mieux l'appeler Monsieur Z. Vraiment, vraiment, vraiment. Décédé au début du mois au Niger. Oui, il était en exil. Ah ouais. Non, alors, Proté, déjà, bon. Et c'est le beau-frère de Juvénal. Je vous dis des prénoms, franchement, je suis désolée, mais un pilier du régime. 20 ans de réclusion, puis acquitté la nuit suivante en appel pour un vice de procédure. Oh bon, oui, attends, non, on n'allait pas incarcérer une si belle personne, quand même. Hein? Surtout pour le faire enterrer en France. Eh ouais, avec de la famille à Orléans, ouais. Lieu de pèlerinage pour honorer ce génocidaire. Pèlerinage, je sais pas trop, hein, vraiment. Par contre, oui, pour venir et dégrader sa tombe, ouais, là peut-être. Ah ouais, 400 personnes ayant été annoncées pour les... Eh ouais, voilà, tu vois. Donc tu sais déjà qu'il y avait 400 personnes complices du génocide en France. Enfin, en tout cas, là. Non, j'adore. Pays des Lumières. Alors ça, c'est un truc de fou. France. Ce Français de 27 ans a choisi l'euthanasie en Belgique. Sa famille lance une cagnotte pour l'aider. Tu te dis, tiens, tu vois, avec ta petite souris, tu fais défiler le menu, tu vois, et tu dis, ouais, alors les animaux malades, ok, mon chien, il a une maladie grave, ok. Et d'un coup, tu vois, oui, j'ai besoin d'argent pour tuer mon fils. Fait que que mon fils, il se suicide. Et là, tu te dis, ah, intéressant, tiens, je vais mettre 10 euros. Hein, c'est ça, voilà. Bon, en tout cas, touché par l'histoire de Tanguy, la fondation OL l'a ainsi invité à assister à distance au match Lyon-Marseille, voilà. Grâce à un robot de téléprésence, le Samarien pourra ainsi visiter les vestiaires, échanger avec les joueurs. Ouais, fait bon, moi, perso, alors, toi, je sais pas, mais moi, perso, quand j'avais mal, je voulais voir personne. Je voulais pas faire de visioconférence avec qui que ce soit, tu vois, voilà. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Zinfo! Une bande du ghetto se défoule façon orange mécanique. Vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. Ouais, je l'avais vu avec mon ex, dealer de drogue. Non, c'est vrai. Le mec, il m'avait dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, cramer de chez cramer, hein. Je me jure, cramer de chez cramer. Vraiment, le mec des cités et tout. Et j'avais dit, ouais, je vais aller au cinéma. Il m'avait dit, bon, on va voir quoi. Et moi, j'avais dit, ils avaient ressorti Orange Mécanique. Mais je vous parle de ça, c'était il y a 30 ans, quoi. J'avais 20 ans, j'avais 18 ans. Et j'avais dit, ben, on va voir. J'avais dit, on va voir Orange Mécanique. Et en fait, le mec, il était trop choqué. Il m'a dit, c'est quoi ce film? J'ai dit, ouais, mais tu connais pas Stanley Kubrick? Tu connais pas 2001 l'Odyssée de l'espace? Eh ouais. 4 jeunes désœuvrés, âgés de 21 à 29 ans, ont été jugés, ok. Agression en plein jour à Saint-Paul. Shamsidine A, Darmi M, Ben Ali. J'aime bien parce qu'il a, ils mettent les noms. Et Salim I ont été coupés de peine allant de 2 ans de prison ferme à 1 an avec sur... Bon, oui, attends. Si l'autre il a fait qu'on regarder ou que filmer, hein. Ah, ils le mettent 2 fois leur nom. 2 agressions gratuites. Auquel Shamsin A, Darmi M, Ben Ali. Je vous jure, un homme qui souffre de handicap se fait accoster par 3 des 4 prévenus en quête de mauvais coups. Ils sont sous l'effet conjugué de l'alcool, de la cocaïne et du cannabis. Des claques, renverse un verre de rhum sur sa tête. Et c'est là que vous voyez un problème. C'est quand on vous retranscrit ce que le juge il a dit. Pourquoi avez-vous fait cela? Vous aviez trop à boire et trop bu? C'est fou. Tu lui dis juste pourquoi tu as fait ça, c'est tout point de barre. C'est parce qu'en fait le mec il veut montrer que lui il sait, tu vois, il sait parler, il sait manier la langue française et tout, tu vois. Et donc devant lui il a un abruti congénital, tu vois, c'est pour son égo. Alors comme vérité ça me tape. Fait remarquer le président, c'est le président, pardon, c'est pas le juge. Pourquoi l'avoir frappé? Je ne savais rien du différent mais je l'ai claqué, pas plus. Poursuit le prévenu. C'est un réflexe pavlovien? Tente le président Mollier, toujours aussi joué avec les mots. Perdu, le prévenu répond oui par principe. Bah ouais, parce que moi tu me dis c'est réflexe pavlovien. Je vais lui dire non mais attends, pourquoi tu emploies des mots qu'il n'y a que toi qui comprends au fait? Hein, c'est pour me montrer ta supériorité, genre? C'est ça? Oh, des Maoris. Non, ce que j'aime bien, c'est, à seulement 21 ans, il est passé 2 fois par la case prison et son casier comporte des condamnations pour des affaires de violence pure et de vol avec effraction ou avec violence.
L'autre, voilà gravé, une rébellion et des destructions de biens. L'autre, c'est 8 mois de prison, dont 6 avec sursis en février dernier pour des violences aggravées. Donc il s'est pris 2 mois, quoi. N'est pas définitivement inscrit dans son casier. Ah ouais. Ouais, parce qu'il était absent à son procès. Orange mécanique. Ah ouais, non, c'est rigolo. Et le mec, il avait halluciné que j'étais lui faire voir cramer des cités, aller voir Stanley Kubrick. Bon, c'est pas non plus, voilà. Mais c'était l'anecdote, elle était rigolote, quoi. Ah, celui-là m'a fait rire. Non, celui-là m'a fait rire. Val d'Oise, braquage d'une boutique d'or. Un malfaiteur intercepté fait un malaise et décède. C'est pendant l'arrestation. Ça fera 2 mois à nourrir hein, en prison. Pour qu'on remarque, ils les mettent plus en prison hein, maintenant. Non, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Et je termine par ça. Géo-France. D'où vient vraiment le mot pied noir? Ben, d'après ce que j'ai compris, c'est parce qu'ils avaient les pieds noirs. Mais en fait, l'article, il commence, hein. Né d'interprétations multiples, le mot pied noir raconte à lui seul l'histoire complexe de l'Algérie coloniale. D'abord, injure. Ouais, c'est toujours un peu injurieux, hein. Enfin, pour moi, une pied noir, tu vois, c'est pas top. Tu vois, voilà. Il devient au fil du temps un marqueur identitaire pour les rapatriés oui, bah, c'est toujours un peu injurieux. Hein, voilà. L'origine du mot encore disputée, ah ouais, se dispute hein, pour savoir ce mot, est révélatrice des bouleversements de la colonisation. Longtemps, les historiens ont avancé que ces pieds noirs faisaient d'abord référence aux militaires français arrivés en Algérie en 1830 en raison de la couleur de leurs bottes. Sauf que cette hypothèse ne repose sur rien. Non, spécialiste de l'Algérie, ah bah oui. Deuxième interprétation, avancée par les historiens, sans doute plus probable. Non mais attends, c'est il y a 50 ans quoi. Lol, la blague. Il s'agirait d'un terme dépréciatif apparu au début du XXe siècle ayant désigné les Algériens autochtones. En 1934, à Alger, l'hebdomadaire La Défense publiait par exemple... Ah ouais, non mais attends, si tu prends le journal colonial, c'est sûr que des injures racistes appliquées aux indigènes, bico et jouxté pieds noirs, expression pointant la saleté des pieds, signe de misère et de travaux difficiles. Ah ouais, mais tu t'es bien content, hein? Hein? Toi, le petit français, là-bas. Hein? Que, donc, du coup, les indigènes, donc je suppose les Algériens, hein, bico, ils jouxtaient pieds noirs. Donc effectivement, il devait parler, parce que bon, je pense pas qu'on disait des blancs, des bicots, hein, qui travaillaient pour toi, qui faisaient des travaux difficiles. Tu vois, donc quand tu vas dire sur les plateaux télé, ouais, c'est grâce à la colonisation s'ils ont eu des routes, des maisons, des canalisations, de l'eau courante, machin et tout, faut quand même se rendre compte que c'est eux qui l'ont construit, tu vois. Mais comment en est-elle venue alors à qualifier les Français d'Algérie? Les Français ne veulent absolument rien dire. Alors, c'est au lendemain de l'insurrection de novembre 54 que le terme désigna les rapatriés d'Afrique du Nord. Une façon dédaigneuse de les assimiler aux autochtones algériens et pourtant reprise à leur compte plus tard par les pieds noirs eux-mêmes. On vous dit, oui, on a construit, d'ailleurs, j'ai regardé encore un truc sur Clermont-Ferrand, sur Vincent-Lapierre. Et Vincent-Lapierre, il dit, ouais, les bâtiments, ils ont été construits pour faire... quand les immigrés portugais, machin et tout, ils sont venus. Là, c'était aussi pour les pieds noirs. Bon, mon père m'a toujours raconté, bon, après, je sais pas, que, en fait, en Corse, ils ont créé le système d'eau courante, machin, canalisation et tout, pour les pieds noirs, pas pour les Corses, pour les pieds noirs. Parce que quand ils sont partis d'Algérie, il y en a beaucoup, ils sont allés en Corse. Et en fait, les premiers HLM qu'ils ont construits, c'était HLM, alors pas les bars comme on voit maintenant, mais genre plus moi, dans mon quartier, le groupe Apostros, le groupe Ambrosini, tiens, le groupe Burel, tiens, tu vois. Ça, c'était pour les Italiens et les Espagnols. Et après, ils ont construit les grandes barres d'immeubles pour mettre les pieds noirs qui s'étaient fait dégager d'Algérie. Tu vois, voilà. De toute façon, en France, chaque fois qu'il faut venir des immigrés, hein, parce que moi, dans ma famille, c'était que des Corses, hein, il n'y avait pas d'Italiens, il n'y avait pas d'Espagnols, on ne se mélangeait pas. Hein, voilà, on restait entre Corses, alors, ou vrais Français, genre Martin, machin et tout, ou Corse, et on disait les mangeurs de paella et les mangeurs de spaghettis, quoi. Hein, comme maintenant, il y en a certains qui vont dire les bougnoules et les bamboulas. Tous les immigrés, de toute façon, qui sont arrivés en France, ont subi du racisme, qu'ils soient blancs ou pas blancs. Ils restaient entre eux, les Espagnols, ils restaient entre les Espagnols, les Italiens entre les Italiens, enfin, je veux dire, il n'y avait pas de mélange, tu vois. Donc, il faut arrêter de dire que oui, non, genre, oui,
Les Français sont racistes parce que il y a trop de Noirs ou d'Arabes parce qu'ils n'ont pas les mêmes religions, les mêmes façons de vivre et tout. Non, c'est pas vrai parce que quand c'était les Italiens et les Espagnols, c'était pareil. Les Italiens, c'est le spaghetti, les Espagnols, c'est la paella. Ben, les Orientaux, c'est le couscous. Ah ouais, non, mais parce que tu vois. Et les Africains, c'est les cocotiers. Voilà. Ils ont chacun, tu vois, leur petit totem. Mais la France, elle a toujours été raciste à la base. Donc voilà. C'était juste pour préciser ça. Donc, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à faire un tour sur mon TikTok. Et d'ici ma prochaine vidéo, donc Europe, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.